Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast Parole de manager à gérer les absences en dents de scie sans jugement, un espace de réflexion dédié aux défis du leadership moderne produit spécialement pour les chroniques de l'invisible. Ici, nous donnons la parole à ceux qui dirigent, mais aussi à ceux qui souffrent en silence, pour construire des ponts là où il y a souvent des murs. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'une situation complexe, trop souvent mal vécue tant par le collaborateur que par son manager. Comment gérer les absences en dents de scie d'un collaborateur sans basculer dans le jugement? Je m'adresse directement à vous, manager, chef d'équipe, employeur. Vous connaissez ce scénario. Un collaborateur talentueux, impliqué, mais dont la présence est erratique. Présent lundi, absent mardi, là mercredi matin, reparti l'après-midi. Cette irrégularité, ces dents de scie, crée une tension palpable dans l'équipe. La charge de travail se redistribue. Les délais se tendent et insidieusement une question germe dans l'esprit de l'encadrement. Est-ce vraiment nécessaire? Ne pourrait-il pas faire un effort? N'abuse-t-il pas du système? Ce questionnement est humain, mais il est dangereux, car derrière ces absences fragmentées se cache bien souvent une réalité brutale, celle de la douleur chronique, un handicap invisible, une maladie chronique reconnue depuis 2019 par l'OMS, qui ne se voit pas sur un visage, qui ne laisse pas de traces sur un certificat médical standard, autre que le diagnostic lui-même, mais qui broie le quotidien. L'objectif de cet épisode n'est pas de vous donner des recettes miracles en 5 minutes. Non. Nous allons prendre le temps de comprendre, le temps de décortiquer le cadre légal, le temps d'élaborer une stratégie concrète. Et surtout, le temps de vous rassurer. Oui, il est possible d'aménager un poste. Oui, cela peut même booster la productivité. Et non, vous ne serez pas débordé si vous adoptez la bonne posture. Nous allons transformer ce sujet anxiogène en une opportunité de management humaniste et performant. Restez avec moi. Partie 1. Comprendre la mécanique de la douleur chronique et ses effets sur le travail. Avant de parler gestion, avant de parler de droit, il faut impérativement comprendre de quoi nous parlons. Si vous ne comprenez pas la mécanique de la douleur chronique, vous ne pourrez jamais gérer les absences qui en découlent sans jugement. Le jugement naît de l'incompréhension. La douleur chronique n'est pas une douleur aiguë. Une douleur chronique, c'est une fracture, une brûlure, une infection. C'est intense, mais c'est temporaire. La douleur chronique, elle, persiste. Par définition médicale, on parle de douleur chronique lorsqu'elle dure depuis plus de 3 mois. Elle devient une maladie en soi. Elle modifie le système nerveux, la perception, l'humeur et surtout l'énergie disponible. Imaginez une batterie. Pour une personne en bonne santé, la batterie se recharge chaque nuit à 100%. Pour une personne souffrant de douleurs chroniques, fibromyalgie, endométriose, spondylarthrite, syndrome douloureux régional complexe, SDRC, migraine chronique, douleurs neuropathiques, la batterie ne se recharge jamais complètement. Elle part peut-être à 60%, parfois 40%, voire beaucoup moins les mauvais jours. Et chaque action du quotidien, se lever, prendre une douche, faire le trajet domicile-travail, s'asseoir sur une chaise de bureau standard, consomme cette énergie bien plus vite que pour les autres. C'est là que réside l'explication des absences en dents de scie. Ce n'est pas un choix, ce n'est pas un caprice, c'est une gestion de survie. Le lundi, le collaborateur a puisé dans ses réserves pour venir. Il a tenu. Mais le mardi, la batterie est vide, le corps dit stop. Il doit s'arrêter absolument pour ne pas s'effondrer complètement. Il reste chez lui. Le mercredi, un peu de repos a permis de remonter à 50%. Il revient, mais peut-être seulement le matin, car il sait que l'après-midi ou même en fin de matinée, la douleur peut revenir.
Cette irrégularité est déroutante pour un manager. Nous sommes culturellement habitués à la linéarité. On travaille 35 heures, ou on est en arrêt maladie totale. Cette zone grise, ce yo-yo entre présence et absence, est souvent interprété à tort comme un manque d'engagement. On se dit, s'il était vraiment malade, il se serait arrêté tout le temps. S'il vient, c'est qu'il va bien. C'est faux pour la douleur chronique. C'est même l'inverse. Souvent, le collaborateur vient parce qu'il va mal financièrement ou psychologiquement, ou parce qu'il a peur de perdre son emploi et il s'épuise à tenir. Puis, il craque. Le piège du jugement est là. Quand vous voyez ces absences répétées, votre cerveau cherche une logique. Faute de voir une blessure visible, vous pouvez inconsciemment suspecter une faiblesse morale ou un abus. Ce doute, même silencieux, change votre attitude. Vous devenez plus froid, plus contrôlant. Vous notez chaque minute de retard. Vous soupirez quand il demande à partir tôt. Le collaborateur ressent ce jugement. Il le perçoit dans vos silences, dans vos regards. Et cela ajoute une couche de souffrance psychologique à sa douleur physique. Il se sent illégitime. Il se sent coupable d'être malade. Résultat, il tarde à vous prévenir de ses absences. Il essaie de cacher sa douleur. Il vient même quand il ne devrait pas. Ce qui aggrave bien sûr son état et conduit inévitablement à un arrêt plus long. Celui que justement vous vouliez éviter. Comprendre cela, c'est le premier pas vers un management apaisé. La douleur chronique est un handicap invisible reconnu. En France, de plus en plus de pathologies sont identifiées comme telles. Elles ne se voient pas, mais elles sont là, lourdes, omniprésentes. Accepter cette réalité, c'est accepter que la performance de ce collaborateur ne se mesurera pas à sa présence physique, mais à sa capacité à produire malgré la douleur. Et cette capacité, elle fluctue, elle est variable. Votre rôle n'est pas de la lisser de force, mais de l'accompagner dans ses fluctuations. Partie 2. Le cadre légal et la sécurité juridique de l'employeur. Passons maintenant à un aspect qui rassure souvent les employeurs. Le cadre légal. Beaucoup de managers ont peur. Peur de mal faire, peur de se faire sanctionner, peur d'être accusé de discrimination ou à l'inverse, de se faire avoir par un salarié peu scrupuleux. Connaître la loi, c'est se donner les moyens d'agir sereinement. En France, le droit du travail est clair et il doit être lu avec intelligence dans le contexte de la douleur chronique. Premier point fondamental, l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur. Depuis l'arrêt amiante de 2002 et renforcé depuis, l'employeur a une obligation de sécurité envers ses salariés. Il doit prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger leur santé physique et mentale. Ignorer les signes de souffrance d'un collaborateur, le pousser à bout pour tenir le rythme ou refuser systématiquement des aménagements alors que la situation est connue, c'est engager la responsabilité de l'entreprise. En cas d'aggravation de l'état de santé, de burn-out ou d'accident, l'employeur peut être tenu pour responsable. La jurisprudence est de plus en plus stricte sur ce point. Ne pas agir, c'est prendre un risque juridique majeur. Deuxième point, la distinction entre absence justifiée et injustifiée. Une absence pour maladie, même courte et répétée, est légitime si elle est justifiée médicalement. La loi impose aux salariés de prévenir l'employeur dans les 48 heures, sauf disposition plus favorable de la convention collective, et de fournir un justificatif médical. C'est une obligation contractuelle. Cependant, et il faut bien retenir cependant, dans le cas de la douleur chronique, la rigidité administrative peut être contre-productive. Un collaborateur en crise de douleur intense peut avoir du mal à appeler dans l'heure ou à aller chez le médecin immédiatement. Le manager doit savoir faire la part des choses.
Si le collaborateur fournit systématiquement ses justificatifs, même avec un léger délai, c'est que ces justificatifs attestent d'une réalité médicale. L'employeur ne peut pas sanctionner ces absences. Les qualifier d'abusives sans preuve tangible et risqué. Attention toutefois, le secret médical s'applique. Le manager n'a pas à connaître le détail de la pathologie. Il reçoit un arrêt maladie, point. Mais si le collaborateur choisit de se confier ou s'il est reconnu la qualité de travailleur handicapé RQTH, la donne change. Troisième point crucial, la reconnaissance du handicap et l'obligation d'aménagement. Si le collaborateur a une RQTH, reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, l'employeur a une obligation renforcée. La loi de 2005 pour l'égalité des droits et des chances impose à l'employeur de prendre les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs handicapés d'accéder à un emploi ou de le conserver. Cela inclut l'aménagement du poste, des horaires ou l'adaptation des tâches. Refuser un aménagement raisonnable à un salarié RQTH sans motif valable peut être considéré comme une discrimination. Et la discrimination est un délit pénal, même sans RQTH. Si l'employeur a connaissance de l'état de santé, par exemple via la médecine du travail, il a un devoir d'adaptation. La médecine du travail joue ici un rôle pivot. Le manager peut, avec l'accord du salarié, solliciter le médecin du travail pour obtenir des préconisations d'aménagement. Ces préconisations s'imposent à l'employeur, sauf si elles portent une atteinte disproportionnée à l'entreprise, ce qui est rarement le cas pour des aménagements organisationnels. Quatrième point, et c'est le dernier, le risque de harcèlement ou de mise au placard. Une question brutale des absences en dents de scie peut vite dériver. Une gestion brutale, pas une question, pardon. Multiplier les convocations pour expliquer chaque absence, isoler le salarié, lui retirer ses dossiers importants sous prétexte qu'il n'est jamais là, c'est entrer dans une zone grise qui peut être qualifiée de harcèlement moral. La répétition de ces actes, vécus comme une pression pour pousser au départ, est sanctionnée par les prud'hommes. Il faut donc documenter, oui, mais avec bienveillance. Noter les absences pour gérer l'organisation, pas pour constituer un dossier à charge. En résumé, le cadre légal n'est pas une contrainte qui vous lie les mains, c'est une boussole. Il vous dit protégez la santé de vos équipes, adaptez le travail quand c'est nécessaire et ne sanctionnez pas la maladie. Respecter ce cadre, c'est se protéger juridiquement. C'est aussi envoyer un message fort à toute l'équipe. Ici, on respecte la loi, mais surtout, on respecte l'humain. La peur de l'abus ne doit pas paralyser l'action. Les vrais abus sont minoritaires. La grande majorité des collaborateurs en douleur chronique veulent travailler. Ils aiment leur métier, mais ils se heurtent à un mur physique. Votre rôle, encadré par la loi, est de transformer ce mur en porte. Partie 3. La méthode concrète en 5 étapes détaillées. Nous avons compris le contexte, nous avons vu le cadre légal. Maintenant, passons à la pratique. Comment faire concrètement au jour le jour? Je vous propose une méthode structurée en 5 étapes. Ce n'est pas une recette magique, c'est un cheminement logique pour désamorcer le conflit et construire une solution. Étape 1. L'observation factuelle et le tracking objectif. Tout commence par vous, manager. Avant même d'aller voir le collaborateur, vous devez objectiver la situation. Pourquoi? Parce que votre mémoire est sélective. Quand on est agacé par les absences de quelqu'un, on a tendance à ne se souvenir que de ses absences et à oublier ses présences. On se dit, il n'est jamais là, alors qu'en réalité, il est là 70% du temps. Prenez donc un carnet, un fichier Excel, peu importe, notez les faits. Sur les doigts, sur les 2 ou 3 derniers mois, relevez les dates exactes des absences,
les dates de départ anticipées, les retards, l'impact concret sur le travail, quel projet a pris du retard, quelle réunion a dû être reportée, quelle charge a dû être prise par un collègue. Ce travail de tracking sert à deux choses. D'abord, à vous calmer. En voyant les chiffres noirs sur blanc, vous sortez de l'émotionnel. Ensuite, à préparer à l'entretien. Vous n'arriverez pas en disant « vous êtes tout le temps absent », ce qui est faux et agressif. Vous arriverez en disant « j'ai regardé l'organisation des dernières semaines, j'ai noté que sur les 40 derniers jours ouvrés, vous avez été absent 8 jours, souvent de manière imprévue, et vous avez dû partir 4 fois en urgence. Cela a impacté le dossier X. Là, c'est factuel, c'est inattaquable. Cela pose le décor sans accuser. Étape 2, l'entretien individuel de régulation, la formulation qui sauve. C'est le moment clé. Vous invitez le collaborateur pour un point individuel. Le lieu doit être calme, neutre. Commencez par rappeler votre confiance en ses compétences. C'est crucial. Il doit savoir que vous ne remettez pas en cause son travail, mais son organisation face à la santé. Utilisez la méthode des faits telle qu'est préparée à l'étape 1. Mais attention à la formulation. C'est là que tout se joue. Évitez absolument le « pourquoi ». Le « pourquoi êtes-vous absent » est intrusif. Cela demande une justification médicale ou personnelle que le salarié n'a pas à donner. Cela met sur la défensive. Préférez le « comment » et le « quoi ». Dites « je constate ces interruptions fréquentes. Je vois que cela crée des difficultés pour l'équipe sur tel projet. Je sais que vous faites de votre mieux et je ne doute pas de votre engagement. Mais la situation actuelle n'est tenable ni pour vous, ni pour l'équipe. Comment pouvons-nous organiser votre travail différemment pour limiter ces ruptures tout en préservant votre santé ? Notez la différence. Vous ne jugez pas la cause, la maladie. Vous parlez de la conséquence, l'organisation. Vous vous posez en partenaire de solution, pas en juge d'instruction. Si le collaborateur évoque la douleur chronique, croyez-le, ne demandez pas de preuves supplémentaires. Dites simplement « je vous entends, je prends acte de cette difficulté. Mon rôle est de vous aider à travailler dans de bonnes conditions. De quoi avez-vous besoin ?» Ce simple changement de posture, passer du contrôle au soutien, débloque souvent la situation. Le collaborateur se sent enfin légitime, il arrête de se justifier et commence à proposer. Écoute 3, l'écoute active et la co-construction de l'aménagement. Une fois la parole libérée, écoutez. Laissez-le décrire ses besoins. Souvent, le salarié n'ose pas demander d'aménagement par peur d'être vu comme privilégié ou faible. Il faut y encourager. Proposez des pistes, mais laissez-le choisir. L'aménagement doit être sur mesure. Voici des exemples concrets qui ont fait leurs preuves. Ça peut être un télétravail adaptif. Autoriser le télétravail les jours de crise ou de fatigue intense, même si ce n'est pas dans la politique habituelle de l'entreprise. Travailler depuis son lit ou son canapé, sans le stress du trajet et du regard des autres, permet souvent de maintenir une activité productive là où le présentiel aurait été impossible. Ça peut être aussi les horaires variables. Accepter que le collaborateur commence plus tard le matin, le temps que la raideur articulaire passe par exemple, ou fasse une coupure en milieu de journée pour se reposer avant de reprendre le soir. L'important, c'est que les heures soient faites et que les objectifs soient atteints, pas qu'elles soient faites de 9 h à 17 h. La réorganisation des tâches. Identifier les tâches coûteuses en énergie, réunions physiques longues, déplacements, port de charge et les alléger. Peut-on remplacer une réunion physique par un point téléphonique ? Peut-on confier des déplacements à un collègue en échange d'une autre charge ? D'une autre tâche ? Le matériel ergonomique. Un siège adapté, un bureau assis debout, un clavier ergonomique, des logiciels de reconnaissance vocale. Parfois des investissements minimes, quelques centaines d'euros, changent radicalement la capacité de travail. L'idée n'est pas de travailler moins, mais de travailler autrement. C'est un contrat moral
Je vous donne cette flexibilité. En échange, je compte sur vous pour maintenir vos objectifs et communiquer clairement sur vos disponibilités. Maintenant, passons à l'étape 4. La formalisation et l'implication de la médecine du travail. Ne restez pas seul. Une fois un accord verbal trouvé, formalisez-le. Envoyez un email récapitulatif. Suite à notre échange, nous mettons en place tel aménagement à partir de telle date. Nous ferons un point dans un mois. Cela protège tout le monde. Et surtout, impliquez la médecine du travail. Proposez aux collaborateurs de le rencontrer. Le médecin du travail est un allié précieux. Il est soumis au secret médical, donc le salarié peut lui parler librement. Il peut émettre des avis d'aptitude avec des réserves ou des préconisations d'aménagement qui s'imposent à l'employeur. Cela décharge le manager de la responsabilité médicale. Ce n'est plus le chef qui décide, c'est le médecin qui préconise. Cela légitime en fait l'aménagement aux yeux de toute l'équipe et évite les jalousies. Voyons la dernière étape, l'étape 5, le suivi régulier et ajustable. La douleur chronique est fluctuante. Ce qui marche aujourd'hui ne marchera peut-être plus dans 3 mois. Il ne faut pas figer l'aménagement. Mettez en place un point de suivi mensuel. Un point court de 15 minutes. Comment te sens-tu avec ce nouveau rythme? Est-ce que le travail le mardi aide? Faut-il ajuster quelque chose? Cela montre que vous vous souciez vraiment de la situation sur la durée. Cela permet de corriger le tir avant que la crise ne revienne. C'est aussi un moyen de rappeler doucement les objectifs si on sent un dérapage, mais toujours dans un esprit de soutien. Ce suivi transforme une situation de crise potentielle en une gestion de projet classique. On teste, on mesure, on ajuste. Nous passons à notre 4e et dernière partie, rassurer sur la productivité et l'engagement. Je sens que certains d'entre vous, malgré tout ce que je viens de dire, ont encore une inquiétude. Une grosse inquiétude, celle du chiffre, de la performance. C'est très beau tout ça, l'humain, la bienveillance. Mais concrètement, est-ce que je ne vais pas perdre en productivité? Si je commence à aménager les postes pour tout le monde, comment je tiens mes objectifs? C'est la question légitime de tout chef d'entreprise. Et c'est là qu'il faut regarder les chiffres, les vrais, ceux qu'on oublie souvent. Premier argument, le coût exorbitant de l'absentéisme non géré. Laisser un collaborateur en souffrance sans aménagement, c'est le chemin direct vers l'aggravation. On l'a vu, il vient, il s'épuise, il craque, il est arrêté 2 semaines. Il revient, il n'est pas guéri, il recraque. C'est le cycle infernal. Combien coûte un arrêt de maladie long? Combien coûte le recrutement et la formation d'un remplaçant si le salarié finit par démissionner ou être inapte? Les études sont formelles. Le turnover et l'absentéisme long coûtent entre 6 et 9 mois de salaire brut par collaborateur perdu. Sans compter la perte de savoir-faire, la baisse de morale de l'équipe qui voit un collègue tomber et la charge mentale pour vous, manager, à gérer les urgences. À côté de cela, le coût d'un aménagement de poste, un ordinateur portable, un siège ergonomique, quelques heures de télétravail est dérisoire. C'est un investissement, pas une dépense. Le retour sur investissement est immédiat. Vous gardez un collaborateur expérimenté, opérationnel, qui continue de produire. Deuxième argument, la productivité qualitative. La douleur chronique n'altère pas les compétences cognitives. Un expert comptable, un développeur, un commercial avec des douleurs chroniques reste un expert. Un développeur, un commercial très compétent. Ce qui est altéré, c'est l'endurance physique et la régularité. En lui permettant de gérer son énergie, vous récupérez des plages de travail de très haute qualité. Mieux vaut un collaborateur qui travaille 5 heures par jour à 100% de ses capacités parce qu'il a pu se reposer et adapter son rythme qu'un collaborateur présent 8 heures mais qui passe son temps à lutter contre la douleur, à faire des erreurs, à être lent et irritable. La flexibilité permet de concentrer le travail sur les moments forts du collaborateur.
Beaucoup de personnes en douleur chronique sont très performantes sur des plages horaires décalées ou en télétravail, car elles éliminent les facteurs de stress inutiles, le transport, le bruit, les postures imposées. Ça, ce sont que des exemples que je vous donne. Troisième argument, l'engagement et la loyauté. C'est peut-être le point en fait le plus puissant. Un collaborateur dont le handicap est reconnu, accepté et accompagné développe une loyauté sans faille envers son entreprise. Il se sent redevable. Il sait que vous lui avez fait confiance quand d'autres l'auraient jeté. Cette gratitude se traduit par un engagement exceptionnel. Il sera là mentalement à 200%. Il défendra l'entreprise, il formera les nouveaux, il proposera des idées. Il devient en fait un ambassadeur. À l'inverse, un collaborateur jugé, surveillé, mis en doute, se met en mode survie. Il se cache, il ment sur ses absences, il fait le minimum syndical et il commence à regarder ailleurs dès qu'une opportunité se présente. Le coût du désengagement est invisible mais massif. Quatrième et dernier argument, l'effet d'entraînement sur l'équipe. En fait, on craint souvent l'effet tache d'huile. Si je fais ça pour lui, tous les autres vont en vouloir autant. L'expérience, en fait, a montré le contraire. Quand une équipe ou un manager gérait une situation difficile avec humanité, écoute et équité, cela renforce la cohésion. Les collègues acceptent de faire tourner l'organisation temporairement, de reprendre quelques dossiers, parce qu'ils sentent que c'est juste. Ils se disent, si un jour c'est moi qui ai un coup dur, je sais que je serai soutenu. Cela, en fait, m'a créé un climat de sécurité psychologique. Et un climat de sécurité psychologique, c'est le terreau de la performance collective. Les gens osent innover, osent parler, osent s'investir. Gérer la douleur invisible, c'est donc un levier puissant de QVT, qualité de vie au travail. Pour toute l'équipe, pas seulement pour le concerné. En résumé, rassurez-vous, adapter le poste, ce n'est pas renoncer à la performance, c'est changer de modèle de performance. On passe d'une performance basée sur la présence et l'endurance brute à une performance basée sur l'intelligence, l'adaptabilité et la durabilité. Et dans l'économie d'aujourd'hui, c'est bien ce deuxième modèle qui gagne. En conclusion, vers un management résilient. Nous arrivons au terme de cet épisode j'ai tenté de changer de regard sur une situation complexe. Si vous ne deviez retenir que 3 choses de ce podcast, voici lesquelles. Premièrement, le jugement est l'ennemi de la performance. Juger un collaborateur sur ses absences en dents de scie, c'est fermer la porte à la communication. C'est l'enfermer dans la culpabilité et la douleur, ce qui aggrave inévitablement le problème. La bienveillance n'est pas de la faiblesse, c'est une stratégie lucide pour maintenir le lien et l'activité. Deuxièmement, l'aménagement de poste est une solution gagnant-gagnant. Ce n'est pas un privilège, c'est un outil de gestion. Comme on donne un outil ergonomique à un ouvrier pour qu'il ne se blesse pas, on donne de la flexibilité à un collaborateur en douleur chronique pour qu'il ne s'épuise pas. Cela coûte peu, cela rapporte beaucoup en termes de fidélité et de qualité de travail. Troisièmement, faites attention, faites confiance. Faites confiance à votre collaborateur sur sa capacité à gérer sa santé. Faites confiance à votre équipe. Vous acceptez la différence. Et faites-vous confiance, vous, manager, pour piloter cette complexité. Vous n'avez pas besoin d'être médecin, vous avez juste besoin d'être un chef d'orchestre qui s'assure que chaque instrument, même s'il a une particularité, puisse jouer sa partition. Aux employeurs et managers qui nous écoutent, n'ayez pas peur de la différence. La rigidité coûte cher, la souplesse rapporte. En accueillant la douleur invisible, la douleur chronique qui est un handicap invisible, en reconnaissant ce handicap qui ne se voit pas mais qui pèse tant, vous ne perdez pas en efficacité. Vous gagnez en humanité, en résilience et en crédibilité. Vous construisez une équipe, une entreprise où il faut bon travailler, même et surtout quand la vie est difficile. Et c'est cela le vrai management de demain.
Merci d'avoir suivi ce long épisode de Parole de manager. J'espère qu'il vous aura donné des clés, mais surtout qu'il vous aura donné de l'assurance. Pour aller plus loin, je vous invite à vous rapprocher de vos services RH, à contacter la médecine du travail et à consulter les ressources disponibles sur le site de mon site professionnel qui est corinnecliquet.fr. Donc Corinne, C-O-R-I-N-E, C-L-I-Q-U-E-T.fr. Prenez soin de vous, prenez soin de vos équipes et à très bientôt pour un nouveau sujet.